bien. Ça me permettra de valider la petite clause technique. Mais je suis enchanté de vous retrouver pour ce 3e webinaire sur les KPI SaaS et la stratégie de pricing. Celui-là, il va être un petit peu mixte parce que on va parler des deux. Et surtout, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui sera très pratico-pratique avec des plans d'action précis et on va voir ça ensemble. Je viens de rajouter la pièce jointe dans les emails qui vont être envoyés en confirmation de ce webinaire. Donc dès que le webinaire sera fini, vous recevrez l'enregistrement du webinaire plus la présentation. C'est intéressant parce que d'ailleurs il y a le côté plan d'action, et sur le côté plan d'action, c'est tout ce qui va être intéressant clairement pour vous, pour faire des choses pour améliorer votre ratio LTV sur CAC. Alors, je vais reprendre ma petite présentation. Donc l'idée effectivement c'est de discuter de tout ce que vous allez pouvoir mettre en place pour améliorer votre ratio LTV sur CAC. J'ai déjà parlé dans un précédent webinaire sur de ce ratio, mais on va juste repositionner le sujet en attendant que tout le monde arrive. Ça sera l'occasion d'en discuter. Donc la LTV, c'est la lifetime value. Donc la lifetime value, ça se calcule à partir du churn et de l'ARPU. On va revoir un petit peu tout à l'heure aussi. Mais la lifetime value, c'est la valeur complète du client sur l'ensemble de la durée de son contrat, enfin l'ensemble de la durée qui va passer dans votre logiciel. Et divisé par le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, c'est tout ce qui nous coûte de l'argent pour trouver un client. Et ça, le ratio, il doit être de 3. Au minimum de 3. En dessous de 3, c'est quand même un peu critique. Puis dès que vous allez chercher des 4 et des 5, là c'est la fête. Si vous êtes à beaucoup plus, soit vous avez un business super rentable, soit vous n'êtes pas à fond sur l'acquisition et vous avez mieux à faire sur l'acquisition. Mais du coup, il y a 4 axes pour améliorer ce ratio. Si on découpe déjà, c'est un ratio de ratio, puisque le coût d'acquisition, c'est les dépenses divisées par l'acquisition, le nombre de clients acquis, et le LTV, c'est l'ARPU, donc le revenu moyen, ou l'ARPA, average revenu per user ou per account, ça dépend comment vous comptez. Moi, je généralise tout le temps, mais je dis ARPU. Divisé par le taux de churn, donc le pourcentage de clients que vous allez perdre tous les mois. Donc forcément, ça nous donne 4 axes. Soit on augmente l'acquisition, soit on réduit les dépenses, soit on augmente l'ARPU, soit on réduit le churn. Et puis en l'occurrence, faut taper sur tous les axes, parce qu'en fait, comme c'est cumulatif, il y a un gros facteur d'évolution dès qu'on va travailler sur chacun de ces axes-là. Alors allons-y. Prenons le premier, l'augmentation de l'acquisition. Alors, l'augmentation de l'acquisition, c'est évidemment trouver des nouveaux clients, plus de nouveaux clients, et trouver des nouveaux clients en restant sur le même budget, c'est-à-dire sans dépenser plus. C'est quand même un peu le sujet. Alors, il y a plusieurs modèles d'acquisition client dans le SaaS. En gros, il y en a 2. Il y a ce qu'on appelle le sales-led et le product-led. Donc sales-led, c'est on a des commerciaux qui s'occupent d'aller chercher des nouveaux clients avec une prospection plus ou moins active. En général, il y a toujours de la génération de leads, mais on va chercher des clients. Et puis après, on s'en occupe, on les signe, et après, ils sont onboardés. Donc ça, c'est des cycles de vente qui sont assez longs, en général, qui conviennent bien quand on est sur un panier moyen qui va être assez élevé, sur un ARPU assez élevé. Sinon, en général, on va avoir un peu de mal à rentabiliser le système. Deuxième modèle, c'est le product-led. Alors le product-led, c'est typiquement le freemium ou encore tout ce qui est trial, période d'essai. Et puis là, on va bosser plus sur de la stratégie de contenu pour faire progresser le client gentiment dans l'engagement vers nous. Et puis, il y a un autre modèle, c'est un modèle mixte, où on va avoir les 2 canaux d'acquisition, et on va avoir un canal d'acquisition qui va être plus marqué freemium, et puis un autre qui va être plus marqué entreprise. Et donc, du coup, suivant le mode de fonctionnement, on va aller chercher. Aujourd'hui, c'est très fréquent d'avoir les 2 modèles. Ça demande une organisation un peu particulière, mais c'est intéressant. Alors, comment est-ce qu'on va aller bosser l'acquisition ?
Tout d'abord, et particulièrement quand on est en sales-led, il y a un vrai sujet sur aller généraliser les bonnes pratiques, parce que les commerciaux, c'est des êtres humains et ils ont tendance à un peu faire tout le temps comme d'habitude. Et certains vont être beaucoup plus performants que d'autres, et ben, il faut aller chercher ceux qui sont plus performants. Et puis, on a aussi beaucoup de coachs commerciaux qui existent et en général, c'est très, très bien. Moi, j'ai fait plusieurs fois appel à des coachs commerciaux et pour l'équipe, pour moi. Et c'est vraiment très, très intéressant parce que ça permet de repositionner les sujets là où ils sont et puis de reprendre les bonnes pratiques. Donc ça, n'hésitez pas, allez-y, faites appel à des coachs. Il y a plein d'aides un peu partout financières pour faire appel à du conseil, donc n'hésitez pas. Deuxième chose, bah, c'est tester des nouveaux canaux. Souvent au début, on travaille que de la vente en direct et on travaille pas les canaux indirects. Donc tout ce qui est partenariat avec des réseaux de revendeurs, des gens qui vont vraiment revendre votre solution, qui vont l'intégrer dans leurs produits ou en complément à quelque chose qu'ils vendent, ou alors des réseaux de prescripteurs. Des réseaux de prescripteurs, c'est intéressant. Moi, je travaille pas mal avec les incubateurs, par exemple, sur des sujets de prescription. Et puis enfin, bah, quand on est sales-led, bah, c'est intéressant d'aller tester le product-led et puis inversement. Donc ouvrez des périodes d'essai, faites du contenu, essayez d'aller chercher des clients autrement qu'en allant faire de la prospection. Et inversement, quand on est product-led, bah, d'aller chercher des clients avec un peu de force commerciale, d'aller faire de la génération de leads et puis d'avoir quelqu'un qui s'occupe vraiment des clients. Alors évidemment, de certains types de clients. Mais voilà. Donc voilà, 3 axes à travailler pour aller chercher du volume supplémentaire sur de l'acquisition et donc réduire son coût d'acquisition. Le deuxième axe du coût d'acquisition, c'est la réduction des dépenses. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est une dépense d'acquisition? Parce qu'on n'est pas tous d'accord sur ce qu'on met dedans. Je veux dire que le principal, c'est d'être assez consistant et d'être assez permanent sur le sujet. Pour moi, tout ce qui est dépense d'acquisition, c'est tout ce qui va rentrer en contact avec un client avant que celui-ci devienne client. Donc, par exemple, on a évidemment toute la publicité, mais du coup, on a aussi le salaire des gens qui gèrent la publicité, donc tout le marketing, toute la stratégie de contenu, les gens qui écrivent le contenu, la diffusion du contenu, donc la création du site web, ça peut faire partie des coûts d'acquisition, et puis les forces commerciales, évidemment, tout ce qui peut être force commerciale. Et puis, dans certains cas, on va jusqu'à inclure des remises. Si on considère que les remises sont là pour aider l'acquisition client, bah, du coup, c'est des dépenses d'acquisition, clairement. Donc, il faut les rentrer à cet endroit-là. Alors, comment est-ce qu'on va réduire les dépenses d'acquisition? Bah, déjà, il faut calculer, faut creuser un petit peu sur les dépenses et voir qu'est-ce qui convertit et qu'est-ce qui ne convertit pas. Parce que là, on va pouvoir faire le tri entre les bonnes dépenses et les mauvaises dépenses. Et les mauvaises dépenses, bah, on va les réduire, hein, et puis éventuellement, on va transférer le budget sur les bonnes réponses, les bonnes dépenses qui font gagner de l'argent. Donc moi, je vous propose en première étape de calculer vos taux de conversion. Donc par commerciaux, voir combien les commerciaux vous amènent de clients, par canal d'acquisition. Donc il y a vraiment une question de rentabilité du salaire du commercial par rapport au nombre de clients, de la publicité par rapport au nombre de clients rapportés, et puis aussi par rapport à la typologie de clients. C'est aussi intéressant de voir quelles sont les conversions qui se font le plus facile. Il y a toujours des clients, des types de clients qui sont plus intéressés par votre produit. Bah, vous avez franchement intérêt à aller creuser ça. Bah, justement, pourquoi est-ce qu'on le creuse? C'est pour aller mieux cibler les clients. On va en reparler tout à l'heure, mais aussi le ciblage des clients a un énorme impact sur le churn, donc il faut travailler le sujet. Donc viser large, ça coûte trop cher, il faut arrêter de dépenser de l'argent, aller chercher n'importe qui. Quand on a des commerciaux, en fait, on a régulièrement des commerciaux qui s'accrochent sur des leads, sur des contacts, alors qu'en fait, on sait très bien que c'est des gens qui sont pas dans la cible, qui vont peut-être même jamais signer, peut-être des gens qui ont le temps de discuter avec vous, d'être sympathiques, ils discutent avec vous, mais au final, ils vont pas signer, ou alors s'ils vont signer, ils vont pas rester longtemps. Donc c'est des mauvais clients. Donc, vaut mieux réduire son ciblage, concentrer sur son budget sur vraiment des cibles où on sait qu'on a des conversions.
Et puis le troisième plan d'action, alors là c'est plus quelque chose pour l'avenir, c'est recruter le plus tard possible. Parce qu'en fait, dans les dépenses d'acquisition, le plus gros des dépenses d'acquisition, eh ben, c'est les salaires, clairement. Enfin, que ce soit les salaires de l'équipe marketing, les salaires des commerciaux, d'ici à ce que vous ayez un budget publicitaire qui représente un niveau de salaire, ça va déjà pour que votre système soit un petit peu rodé. Donc, n'hésitez pas surtout à faire appel à des freelances. C'est incroyable la qualité des freelances qu'on peut trouver. Moi, j'utilise régulièrement Malte pour trouver des freelances et on trouve des gens qui sont vraiment très très bien, qui ont de l'expérience, qui maîtrisent leur sujet et c'est vraiment super intéressant. Et puis surtout, bah voilà, vous faites une dépense sur de l'acquisition qui vous coûtera pas forcément beaucoup plus cher qu'un salaire, mais surtout vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Donc ça, c'est idéal quand on veut tester des choses et puis quand on a envie d'aller explorer, d'aller mettre en place de nouvelles actions où de toute façon, on aurait trop de temps sur la mise en œuvre des commerciaux. Alors ça, c'est le premier axe, donc sur le coût d'acquisition. Le deuxième grande partie, ça va être la LTV. Donc la LTV se calcule à partir de l'ARPU. Donc comment est-ce qu'on va travailler pour améliorer son ARPU? Donc l'ARPU, le revenu moyen par utilisateur. D'abord, vous allez augmenter vos prix. En fait, la plupart du temps, on n'est pas assez cher. C'est assez rare qu'on soit directement plus cher. Et le bon prix, en fait, c'est le prix où vous êtes plus à l'aise, en fait. C'est vraiment le prix maximum. À partir du moment où vous dites non, mais là c'est trop cher. Là, c'est trop cher. C'est juste à partir du moment où vous allez dire que c'est trop cher. Là, vous commencez à être sur le bon prix. Donc, faut aller chercher ce prix-là. Et ça, en fait, ça coûte rien de tester. Il y a même une méthode américaine, c'est à chaque fois que tu signes un client, tu doubles le prix et tu vois quand ça s'arrête. Quand ça s'arrête, et ben, tu redescends ton prix de la moitié de ce que tu avais augmenté. Et comme ça, tu affines ton prix et tu vois quand est-ce que ton prix il est juste ou pas. Donc, première chose, augmenter les prix pour les nouveaux clients. Deuxième chose, c'est les clients existants. Comment est-ce qu'on va faire pour augmenter l'ARPU sur ces clients? Bien, là, en fait, il y a un sujet sur créer un nouveau plan qui va être un plan le plan d'abonnement où il y aura des nouvelles fonctionnalités, où il y aura les nouvelles fonctionnalités qui apportent le plus de valeur. Donc là, il y a un vrai sujet à réfléchir, à arrêter de mettre des fonctionnalités dans les plans existants et créer un nouveau plan avec des nouvelles fonctionnalités. Ça va vous permettre de donner une occasion aux clients existants d'upseller, d'upgrader, et donc de vous faire gagner plus d'argent. Donc tous ces gens-là, il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne pourriez pas aller plus loin avec eux et les emmener sur des nouvelles fonctionnalités. Il y a vraiment une question de maturité dans l'usage. Souvent, les gens, quand ils vont commencer à utiliser un produit, ils vont avoir un niveau de maturité relatif, et puis au fur et à mesure qu'il va travailler avec le produit, il va voir de nouveaux besoins apparaître. Il va comprendre ce que le produit apporte. Il va comprendre la valeur qui est apportée par l'outil, par votre solution. Il va pouvoir mesurer des choses aussi, voir l'argent que ça lui fait gagner. Et à partir de ce moment-là, il va être prêt à aller plus loin. Et si vous n'avez rien à lui proposer à ce moment-là, vous perdez de l'argent. Et puis enfin, le troisième point, j'ai largué les petits clients. On a toujours une histoire des 20-80, c'est 20% des clients qui vous font gagner 80% du revenu. Et dans les 80% des clients qui vous font gagner 20% du revenu, dans ces 80%, il y en a un certain nombre que vous allez pouvoir perdre sans regret. Qui est-ce qu'on va pouvoir perdre sans regret? Des gens qui sont hyper chronophages, qui n'utilisent pas bien le produit, qui ne voient pas la valeur du produit. Donc ceux-là, il faut pas hésiter à les abandonner, et mathématiquement déjà ça va faire augmenter votre ARPU. Et puis surtout ça va vous laisser de la bande passante pour vous occuper mieux des clients qui ont une capacité à vous faire gagner de l'argent. Là-dessus, il y a plusieurs façons, soit vous arrêtez le contrat, soit vous les augmentez en fait, et les faire passer sur le nouveau tarif que vous avez mis pour les nouveaux clients, c'est une option. Il y a plusieurs possibilités là-dessus. On peut parler de la clause du grand-père. Donc la clause du grand-père, c'est
quand ils sont rentrés, les gens, ils ont le même tarif jusqu'à la fin. Ça, c'est un petit peu une solution de facilité. Je veux dire que c'est ce que j'ai fait à chaque fois. J'avais tout le temps des clients qui étaient sur les anciens tarifs, mais c'est pas une bonne solution parce que vous avez des clients qui sont complètement déconnectés de l'usage que vous faites. Donc, il vaut mieux prendre ces clients-là, refaire un point avec eux, leur revendre leurs produits, leur refaire un onboarding quasiment et les mettre sur les nouveaux tarifs. Et puis, s'ils veulent pas, soit il est prêt à augmenter quand même un peu le prix, vous faites une remise, et sinon, tant pis, vous lui dites, bon, écoutez, je vous laisse encore 3 mois sur l'ancien tarif, et puis après, on arrête. Voilà, le temps de vous retourner et de trouver une autre solution. Voilà, ça, c'est une solution. Franchement, ça permet largement d'augmenter les marges. C'est vraiment quelque chose de très, très intéressant, et il faut y penser. Et puis enfin, la réduction du churn. Alors là, la réduction du churn, ça pourrait être un webinaire en entier, rien que lui, parce que tout simplement, en fait, la réduction du churn, ça se joue sur l'intégralité de la durée de vie du client avant et après qu'il soit client. Donc, quand il est prospect, il y a des choses à faire. Au moment de l'onboarding, juste après sa signature, il y a des choses à faire. Quand il va utiliser le produit dans sa période où il va être vraiment client, en fait, il y a des choses à faire. Quand il va churner, il y a des choses à faire, mais en fait là, malheureusement, c'est trop tard. Enfin, quand il a décidé de churner, c'est fini. Et puis enfin, même quand il est plus client, il y a des choses à faire parce que vous allez pouvoir en récupérer un certain nombre. Alors, si on commence par la prospection. Alors, la prospection, je vous en avais parlé tout à l'heure. En fait, tous les clients qui analysent leur churn avec Churniro et où on regarde les typologies de clients qui churn, et bien en fait on est assez stupéfait de se rendre compte que en fonction du commercial, les taux de churn sont hyper importants. Ça veut dire qu'en fonction de comment le commercial travaille, vous allez avoir du churn plus tard. C'est assez contradictoire, mais c'est la réalité. Et en fait, la partie CSM, elle, n'a assez peu d'impact sur le churn. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est là où il y a le plus de choses à faire, c'est bien cibler ses clients et arrêter de passer du temps sur des clients qui ne vont pas rester longtemps chez vous, qui ne vont pas vous faire gagner l'argent. Deuxième partie, c'est l'onboarding. Alors l'onboarding, c'est la période juste après la signature où le client se forme, met en place, paramètre son outil et commence à l'utiliser. Ça, c'est critique en fait. C'est vraiment critique, et il y a plein d'entreprises en fait où cette phase d'onboarding, eh bien, le client va jamais au bout. Parce que il y a des problématiques techniques très particulières. Donc là, il y a un vrai sujet en amont à travailler pour faire en sorte que ça fonctionne correctement. Donc là, en gros, il faut mettre des process pour faire en sorte que on ne reproduise pas des erreurs qu'on a déjà fait sur les onboarding et qu'on arrive à amener le client jusqu'à l'usage. Et l'objectif, c'est bien que le client tire de la valeur de votre produit, ne fasse pas juste que utiliser les fonctionnalités, mais tire de la valeur de votre produit. Donc c'est aussi important de bien orienter le client dès le début en fonction de ce qu'il veut comme valeur. Alors là, on est dans la partie normalement qui est la plus longue, c'est la partie d'utilisation du produit. Si vous avez un taux de churn de 3%, en gros, c'est 3 ans. Cette partie-là, il va falloir travailler, éduquer le client, continuer à l'accompagner pour qu'il développe son usage. Parce qu'en fait, plus il va utiliser votre produit, plus il va avoir de la valeur, et il va tirer de la valeur. Et s'il tire de la valeur, il n'y a aucune raison qu'il arrête et qu'il churne. Clairement, il n'y a pas de raison. Donc ce moment-là est critique, donc surveillez l'usage et développez l'usage, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles votre client pourrait arrêter d'utiliser votre produit, mais il faut regarder ça. Là, le churn, c'est le mauvais moment, c'est le moment où le client vous quitte. Et en fait, alors quand on est en B2B, il y a quasiment aucune chance de le détecter correctement. Il y a un petit peu des choses qu'on peut voir, mais en gros, c'est trop tard. Parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles il peut churner. Sa société peut être en difficulté financière, il peut y avoir des changements d'interlocuteurs dans l'entreprise. Il a pu avoir trop de problèmes avec votre outil. Il a besoin de fonctionnalités que vous n'avez pas et que vous n'avez pas prévu d'avoir.
Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles votre client va te changer. Mais en tout cas, quand il a pris la décision de changer d'outil, ben, en fait, c'est trop tard. C'est trop tard, la décision est prise et il y a assez peu de possibilités de le faire changer d'avis. Par contre, c'est un moment où il faut apprendre. Il faut apprendre pour corriger et puis pour améliorer tout ce qu'il y a avant. Est-ce que c'était un client qui était mal ciblé? Est-ce que du coup, il ne tirait pas de valeur de votre outil? Donc dans ce cas-là, il faut corriger au niveau commercial. Est-ce que sur l'onboarding, on ne l'a pas mis sur les bonnes valeurs et l'onboarding s'est mal passé? Il y a eu des problématiques. Est-ce que l'utilisation, il y a eu des problèmes lors de l'utilisation? Est-ce que sa société va mal? Là, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Hein. À un moment, il y a des dépôts de bilan, ça existe. On perd des clients comme ça. Donc voilà, là il faut l'appeler, prendre le temps de discuter avec lui. En général, ça se passe très très bien. Les clients sont tout à fait prêts à vous expliquer et garder une bonne relation avec, parce qu'en fait, va venir le temps de la réactivation. Et ça, c'est un petit côté magique. Moi, chez Spread, on avait très 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 régulièrement des anciens clients qui revenaient. Je ne vais pas vous dire tous les mois, mais quasiment en fait. Et ça, c'est super bien. Si vous avez bien bossé, vous avez une bonne relation avec le client, ben en fait, le client peut revenir parce qu'à un moment, il n'avait plus de budget, il n'avait plus de personnes pour s'occuper de votre produit, il avait moins le besoin, et puis d'un seul coup, il a de nouveau le besoin, ou alors vous sortez une nouvelle fonctionnalité qu'il attendait et qu'il a trouvé trop bien, ou alors il voulait migrer sur une solution, et puis en fait, cette solution, il s'avérait que ça n'a pas bien marché, la migration, et du coup, il va revenir chez vous. Donc, appelez vos clients au bout de 6 mois, vous allez voir, c'est assez magique. Et puis, dans le même genre de la réactivation, d'ailleurs, quelque chose qui est assez intéressant, c'est quand les interlocuteurs et les utilisateurs de votre outil partent dans d'autres sociétés, en fait, ça, c'est une super occasion de remettre en place l'outil dans un autre client. Ça, dans mes précédentes expériences, ça a marché aussi plein de fois. On avait des clients hyper fidèles. Moi, j'avais un outil qui était pour les responsables marketing des sites e-commerce. Et en fait, en gros, un responsable marketing dans un site e-commerce, ça reste 2 ans. Ça veut dire que tous les 2 ans, en fait, il change. Alors, c'est un risque pour les clients existants. Il va falloir bien former les remplaçants. Mais aussi, c'est une opportunité parce que lui, il va aller dans une nouvelle entreprise. En général, l'entreprise est plus grosse, donc elle va nous faire gagner plus d'argent. Donc voilà, ça, c'est super intéressant aussi à travailler. Donc finalement, le moment du churn, c'est pas là où il y a le plus de choses à faire. Il y a beaucoup plus de choses à faire ailleurs. Puis voilà, faut y aller et travailler dessus. Alors, il y a une petite fonctionnalité de Q&A dans mon outil de conférence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi des questions, c'est le moment. Sinon, alors je vois les gens qui sont déjà venus plein de fois, donc je sais qu'ils vont poser plein de questions, n'hésitez pas. Jocelyn, Yannick, vous avez certainement une petite question quelque part. Et puis sinon, n'hésitez pas à me poser des questions à d'autres moments. Moi, je suis disponible pour vous répondre comme vous voulez, et puis pour vous apporter de la sérénité sur vos KPI. L'objectif, c'est de vous fournir avec Churniro un outil qui va vous permettre d'avoir des KPI clairs, nets, une vraie source de vérité. C'est un vrai sujet, un truc tout bête, mais le nombre de clients. Combien est-ce qu'on a de clients? Et en fait, on se rend vite compte que c'est un sujet très très compliqué. Enfin, très très compliqué, non, mais vous pouvez demander à toutes les personnes dans l'entreprise, je suis sûr que vous aurez toujours un chiffre différent. Essayez, jouez à ça une fois, vous allez voir, c'est assez drôle. Et puis, deuxième chose, c'est que moi, je propose aussi du consulting. Donc, si vous avez besoin de mettre au clair vos données, de mettre en place votre pricing, de mettre en place votre système de gestion d'abonnement, de calculer vos KPI, d'interpréter vos KPI, je suis aussi à votre disposition. Donc, faites-moi un petit signe et puis on en discute ensemble. Voilà. Écoutez, on a fini. On a fait une petite demi-heure aujourd'hui, mais vous n'avez pas été très bavard, pas beaucoup de questions. Tant pis, c'est pas grave. On fera ça une autre fois. Donc, à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.